Alors, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire. Ça fait un petit moment maintenant que, en tout cas, moi, je ne vous ai pas accueilli, donc je suis ravie. On avait fait une dizaine, peut-être une quinzaine de webinaires pendant le confinement. On est maintenant largement déconfinés. J'espère que tout le monde va bien. On a la chance aujourd'hui de recevoir deux femmes assez exceptionnelles. Alexia Boulot, qui est l'ex-directrice produit de VP. VP, c'est vente privée, hein, pour ceux qui se demandent. Et Laure Elary, qui est pour le coup l'ex-directrice marketing B2C chez VP. Et donc, qui ont toutes les deux beaucoup travaillé ensemble sur le produit. Donc, on va s'interroger aujourd'hui sur une question qu'on n'a pas encore vue dans les nombreux webinaires qu'on a fait autour du produit, sur l'interaction entre les équipes produits, les équipes business, et comment tu fais pour allier les deux de la meilleure façon possible. On a eu tendance toujours à voir un peu le rapport avec les équipes tech. Donc, ça va être intéressant aujourd'hui de voir aussi que le produit est à l'intersection du business et même très stratégique. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, je voudrais juste commencer par vous expliquer un peu le contexte. Donc, comme vous le savez pour certains, on est donc chez Maestro un bootcamp qui est 100% dédié au product management. Ça veut dire quoi un bootcamp? Ça veut dire que c'est une formation intensive, pratique, à temps plein. Donc, vous venez pendant 5 semaines. On est d'ailleurs rue de Charonne à Bastille, vous faire former par les experts produits. Alexia a d'ailleurs été une intervenante de la première promotion sur tous les sujets qui concernent le cycle produit. Vous avez donc 5 semaines très intenses, suivies de 2 semaines qui, pour le coup, sont à distance, qui servent à pratiquer et qui servent aussi à mettre en exergue tout ce que vous avez appris autour de business case, qui sont des business cases qu'on peut retrouver lors d'entretiens d'embauche et donc qui permettent de préparer à la suite pour tous ceux qui veulent devenir PM, c'est-à-dire généralement la majorité. Et ces 2 semaines, à la fin, servent aussi à passer une certification PSPO 1, qui est une certification reconnue mondialement et qui se passe d'ailleurs en anglais. Le but de Maestro et pourquoi on a créé ce Boost Camp, c'est pourquoi ça dure aussi longtemps, pourquoi c'est intense. C'est parce que développer une culture produit, ça demande un peu de temps, ça demande beaucoup de travail et c'est assez exigeant. Et du coup, pour nous, une culture produit, c'est beaucoup de choses. C'est la première, c'est connaître les produits, avoir développé un portefeuille de produits, ça veut dire quoi? Avoir travaillé sur un produit, avoir travaillé sur des business cases produits et savoir en parler. C'est comprendre tous les ressorts qui existent dans un cycle produit, de l'identification du problème, la problématisation tout le long, l'identification des besoins clients, au développement, aux spécifications pour les designers, pour les développeurs, à la delivery et à la mesure de l'impact des décisions qu'on a prises. Donc tout ça, c'est très important de le maîtriser de A à Z. Il y a énormément d'outils qui existent et ça, c'est une partie intégrante du bootcamp. C'est vraiment comprendre et prendre en main ces outils-là, les utiliser, voir à quel point ils sont simples, faciles et voir comment on peut les utiliser avec les différentes équipes, des designers, des devs, le business. Peut-être qu'on parlera un peu produits, outils aujourd'hui. L'idée aussi, c'est de se faire un réseau. C'est toujours intéressant et moi, je trouve que c'est à ça aussi qu'on mesure la valeur d'une école. C'est à la qualité du réseau qu'elle permet d'avoir. Et le réseau produit, pour l'instant, il n'est pas immense en France, mais il commence à grandir parce que les équipes produits commencent à grossir. On commence à comprendre qu'il y a des besoins énormes, que faire du produit, ce n'est pas faire du projet, c'est assez différent et qu'il y a énormément de manières, en revanche, de faire du produit. Ça c'est un petit alerte que je donne et que je trouve très importante, et notamment aujourd'hui, on le verra avec Alexia Laure, mais c'est très important de comprendre que chacun a ses manières de faire, a ses manières de voir le produit et va vous dire « Ah, mais moi, mon parti pris, c'est celui-là ». Et c'est ça qui est intéressant aussi quand on développe un grand réseau produit, c'est de se dire « Ah, c'est marrant, je sais que toi, tu as ce produit-là, enfin, tu as ce parti pris-là, pourquoi, dans quel contexte et comment ?» Et le but de voir plein de produits différents, d'avoir des ressorts, de comprendre tous les ressorts et tous les outils pour être un bon PM, ça va être aussi de vous mettre à l'aise avec tous ces partis pris différents pour vous forger vos opinions aussi et savoir quelles sont les bonnes méthodes, les bons outils, les bons process à mettre en œuvre dans ce contexte-là. Et pour ça, il faut intégrer les bonnes soft skills et ça, on ne le redira jamais assez. Et d'ailleurs, c'est une question que je vous poserai à toutes les deux, mais quand on demande à des personnes qui ont travaillé en produit quelles sont pour toi les bonnes qualités d'un product manager, d'un product owner, c'est quoi le plus important? À chaque fois, et j'espère que ça sera aussi votre réponse, les personnes vous répondent aussi que c'est beaucoup, beaucoup de soft skills. Alors, qu'est-ce que ça veut dire soft skills? Ça veut dire une capacité à fédérer, à manager, à faire passer ses opinions, être humble aussi.
ça fait partie des soft skills importants d'un product manager, sûrement parce que vous allez travailler à l'intersection d'énormément d'équipes et que beaucoup d'idées que vous aurez le sentiment d'avoir portées, ça sera les équipes qui en auront peut-être l'ownership et diront ça c'est moi. Et donc c'est important de savoir toujours aussi se mettre en dessous des équipes qu'on aide et pas forcément au-dessus et dans l'autorité. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on a essayé de mettre en exergue avec Maestro en ayant un parti pris très fort qui est celui de prendre en professeur, non pas des professeurs, mais que des experts du produit, que des gens qui travaillent tous les jours en produit et viennent vous partager leur étude client, comment elle s'est faite, comment on interroge un client, ça veut dire quoi le design avec des designers, ça veut dire quoi le développement avec des développeurs, ça veut dire quoi une intersection produit-business, toutes ces choses-là. Le prochain bootcamp Maestro, vous pouvez trouver toutes les infos sur joinmaestro.co, a lieu en septembre. Et pareil, 5 semaines, plus 2 semaines. L'idée aujourd'hui, c'est de continuer à prendre tout ce qu'on a à apprendre. Et c'est pour ça que je suis ravie, comme je vous dis, d'accueillir Alexia et Laure pour nous parler de ce fameux moment dans le produit qui est très intéressant aussi, qui est comment on lie des équipes business, des enjeux marketing, des enjeux business à un enjeu produit qui est peut-être plus digital. Je vais arrêter de partager mon écran et je vais vous laisser, je crois que c'est Alexia qui va partager le sien. J'ai fait exprès de ne pas bien vous présenter en disant juste très peu sur le fait que vous êtes des ex-directrices chez VP. Donc, je vais évidemment vous laisser d'abord parler un peu de vous. Et je n'hésiterai pas à vous couper. Oui, je ne l'ai pas dit, mais vous n'hésitez pas tout le long. Moi, j'ai la tête dans les questions qui vont être posées. Donc, vous avez un petit onglet converser en bas et vous posez toutes vos questions. Moi, je n'hésiterai pas à interrompre s'il y a des moments où on ne comprend pas, si on veut creuser un des sujets qu'on voit. Laure ou Alexia, donc surtout posez toutes vos questions. Le but, c'est de rendre le plus interactif possible. Voilà, je me tais. Merci beaucoup et à tout de suite. Ok, merci Annabelle. Alors, donc, effectivement, donc l'objectif en fait de ce webinaire, c'est de vous raconter en fait l'histoire en fait d'une équipe où on a vraiment réussi, en fait de 2 équipes, on a vraiment réussi à mettre en place une collaboration qui était très fine, qui était très vertueuse et qui s'appelle donc User Engagement. Donc, moi, je suis Alexia Boulot. J'ai travaillé chez Vente Privée en tant que, alors on disait directrice produit, mais plutôt en fait moi j'avais vraiment la charge de l'équipe produit front. Donc, ce que nous, on appelle front, ce sont les interfaces de vente privée. Donc, les applications mobiles, le site Internet mobile, le site Internet. Donc, voilà, et je vais laisser Laure se présenter. Donc, Laure et Larry, moi, pour le coup, on va vous parler effectivement de user engagement et moi du rôle que j'ai joué tant que j'étais en charge de l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, ça couvrait tous les points de contact avec nos membres et pour le coup, moi, mon rôle, c'était de maximiser la valeur de chaque membre qu'on avait chez VP pour qu'ils nous apportent le maximum de valeur, tant dans la structure de la base membre que dans le parcours qu'ils jouaient sur les interfaces. Et donc, on a travaillé en étroite collaboration avec Alexia tout le temps où j'étais sur ce poste. Alors, VP, je pense que la majorité des participants connaissent. Effectivement, c'est anciennement vente privée. C'est le leader de la flash sale en Europe, avec une présence dans 9 pays en Europe. VP, c'est un multispécialiste qui vend de tout aujourd'hui, de la mode, de la déco, du voyage, de l'entertainment, etc. On peut vraiment trouver de tout sur le site. En termes de performance business, c'est un gros site e-commerce puisque ça représente quand même un volume d'affaires sur l'Europe de l'ordre de 4 milliards d'euros, avec un gros volume de membres. Toujours sur l'Europe, on est à environ 70 millions de membres, donc ça représente des beaux volumes. La plus belle performance de VP, c'est ce qu'ils arrivent à faire en termes de trafic quotidien, parce qu'ils arrivent à faire venir chaque jour 4,5 millions de membres en Europe, ce qui est quand même une performance assez inédite. Et après, juste pour avoir un ordre de grandeur, ça représente à peu près 120 000 colis par jour et 6 000 collaborateurs. Donc un beau pure player. Alors, je vais vous expliquer un petit peu l'organisation produit, le contexte dans lequel on travaillait. Alors déjà, en fait, là, ce qu'on va vous présenter, c'est quand même vraiment un focus sur l'organisation des interfaces, de l'équipe front, qui prend place en fait dans une organisation plus large, une organisation produit à l'échelle de l'entreprise avec des équipes qui étaient en charge de la logistique, des RH, de la finance, etc.
Cette organisation produit, alors on l'a pas sortie du chapeau, elle a grandi au fur et à mesure des années et on l'a fait évoluer. Donc on va dire qu'au début, en 2017, 2016-2017, il devait y avoir quelques équipes pilotes. Après, on est passé sur une organisation de produit qui prenait en charge en fait, toute l'équipe front. Et dans un autre temps, en fait, on a vraiment intégré la logique business. Donc, c'est vraiment une montée en maturité qui a été progressive. Pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne encore aujourd'hui, donc, on a 8 équipes qui travaillent sur le parcours client de vente privée. Donc, une première qui s'appelle User Engagement, dont on va vous parler, qui a en charge en fait toute l'acquisition client et le fait de convertir au premier achat. Donc, l'idée, c'est vraiment de convertir le prospect en client. Donc là, en fait, dans le scope de cette équipe, on a tout ce qui est authentification, enfin inscription, authentification et donc effectivement welcome process, onboarding, etc. Après, on arrive en fait sur la homepage de vente privée, qui est donc le scope de l'équipe navigation. Donc là, il s'agit vraiment en fait de faire naviguer le client ou le prospect dans les différentes ventes que propose l'entreprise. Voilà. Après, une fois que le client est rentré en fait dans une vente, il arrive dans le scope de l'équipe sales. Là, en l'occurrence, il s'agit de présenter le catalogue d'une vente, mais également les fiches produits, les fiches techniques et la mise au panier. Une fois qu'un produit est mis au panier, on passe dans la logique du tunnel d'achat, donc order pipe, où là, on va récupérer les informations de facturation, de livraison, qui sont quand même très importantes, le paiement, la confirmation de commande. Ensuite, on arrive chez post-sales, donc c'est tout ce qui est suivi de commande, qui est clé, l'accompagnement de l'utilisateur, donc FAQ, l'accès au service client, éventuellement les retours. Et en fait, dans ce parcours client, il y a 2 autres équipes en fait, qui soutiennent ce parcours. Il y a l'équipe personnalisation. Alors, l'organisation a un petit peu changé depuis, mais pendant un certain temps, on a eu une équipe qui avait donc un profil un peu particulier au sein des autres équipes parce qu'on était plus sur des logiques d'algorithmes, donc avec des data scientists. Et donc, l'idée en fait, de cette équipe, c'est vraiment de proposer des interfaces qu'on va adapter en fonction du profil de l'utilisateur. Et on a également l'équipe Member Lifecycle qui est en charge en fait, de toute l'animation du cycle client, comme le dit le terme anglais. Donc l'idée, là, on est plus sur la fidélisation et de la rétention du client, et donc on est sur des équipes qui gèrent notamment tout ce qui est emailing et notification mobile. Donc là, vous avez en gros une idée donc des différentes équipes qui composent ce front, sachant qu'on est dans un modèle qui est d'inspiration Spotify, donc on a des équipes qui sont multicompétences, qui vont rassembler donc un PO, alors ce que nous on appelle PO, qui serait probablement dans d'autres entreprises plutôt un product manager. Donc c'est des gens qui sont quand même assez seniors. Donc un PO, un UX, un lead dev, un certain nombre de devs, avec notamment, comme chaque équipe a toutes ses interfaces à sa main pour le périmètre qui lui est donné. On va avoir un dev iOS, un dev Android et un dev React pour la partie desktop. Et derrière, des devs back-end. Et derrière, QA, etc. Donc l'idée, c'est vraiment en fait d'avoir des équipes qui soient très autonomes. Donc là, on va vraiment se focaliser donc, sur cette équipe User Engagement. Donc, du coup, Laure va vous expliquer justement comment se compose la dynamique autour de cette logique. Juste pour compléter, avant qu'on passe sur cette slide, ce qui était assez intéressant sur ce qu'on avait fait sur le front, c'est qu'on avait des produits qui avaient une cohérence de parcours utilisateur, une cohérence fonctionnelle, et pour chacun des objectifs dédiés qui étaient hyper clairs et hyper bien délimités. En fait, la succession des produits était hyper cohérente, ce qui faisait que l'organisation globale du front était assez fluide. Oui. Maintenant, chaque produit avait son KPI. Exactement. Et tout ça se succédait bien. Enfin, c'était vraiment bien orchestré, ce qui contribuait vraiment à la cohérence et au bon fonctionnement global de l'ensemble du front. Maintenant, si on se concentre sur User Engagement, donc comme vous l'a précisé Alexia, l'objectif de User Engagement, c'est de générer des primo-acheteurs, des first-time buyers. Et donc pour ça, ça se décompose en plusieurs étapes, mais il y a la génération de trafic. On va chercher des prospects de l'extérieur pour les faire venir sur le site, pour qu'ils s'inscrivent, qu'ils deviennent membres. Vente privée, c'est un VP, c'est un site qui est logué, donc il faut créer un compte pour pouvoir accéder aux ventes. Et après, il y a toute l'étape d'onboarding et d'activation pour qu'on arrive à convertir le membre inscrit en first-time buyer. Sachant que le processus d'activation, il peut durer longtemps. En moyenne, c'est 6 mois.
mais on arrive à activer des membres parfois plusieurs années après. Donc, c'est un processus qui est vraiment assez long dans le temps. On n'est pas sur de la génération de trafic immédiate avec un objectif d'achat immédiat. Le plus tôt, le mieux, mais factuellement, c'est quand même un processus qui s'inscrit dans le temps. Et donc, la façon dont... Interromps 2 secondes. Quand tu dis que ça peut durer jusqu'à 6 mois, ça veut dire entre la première visite de la personne sur la page et le moment où elle a effectivement laissé son mail, tu peux voir 6 mois. Non, alors je me suis mal exprimée. C'est entre le moment où le membre s'inscrit et il crée son compte et le moment où il devient acheteur. En moyenne, c'est 6 mois. Notre enjeu, c'est que ça soit le plus rapide possible. Donc, le plus vite on arrive à les activer, meilleures sont les performances dans le temps et le plus facile c'est. Mais il arrive qu'on arrive à activer des utilisateurs, donc à les convertir de membres inscrits en acheteurs, parfois plusieurs années après. Je vous expliquerai pourquoi ça peut être intéressant dans l'organisation qu'on a mise en place. Et donc, du coup, pour traiter tout ça, on avait l'équipe produit assez classique. Donc, comme Alexia vous l'a déjà précisé, le produit donc avec le PO, PM, l'UX, le product design, tous les devs et toutes les compétences de dev dont on peut avoir besoin sur un produit comme celui-ci. Donc, on avait effectivement un dev React, un dev iOS, un dev Android, toutes les compétences de dev. La QA. Donc, l'équipe produit assez classique. Normalement, tous les participants doivent avoir une bonne connaissance de cette partie-là. Là où nous, on avait voulu aller un peu plus loin, c'est qu'on avait voulu vraiment intégrer le métier et la data dans la squad, donc vraiment à l'intérieur du produit. Côté métier, on avait plusieurs types de compétences. On avait les compétences liées à l'acquisition de trafic, donc c'est le SIM, le SIA et le SEO, le display, l'affiliation et les partenariats. Pour travailler avec ces équipes-là, on avait aussi 2 graphistes qui produisaient tous les visuels en fait, médias qu'on souhaitait afficher sur les sites sur lesquels on diffusait du média. Donc, on avait aussi des compétences en design plus direction artistique. Et on avait un chef de projet CRM qui, lui, travaillait sur tous les sujets d'activation de Welcome Process et qui réfléchissait avec le produit aux problématiques d'onboarding on-site. Donc, c'est là qu'on voit que c'est assez intéressant parce qu'en fait, on a déjà une équipe pluridisciplinaire avec à la fois le produit et le business, mais même au sein du business, on avait plusieurs compétences puisqu'on avait sur ce produit User Engagement à la fois des compétences d'acquisition et de CRM. Et on avait également les équipes data avec au sein de la squad en tant que telle en permanent un data miner qui travaillait à la fois avec le produit et le business sur l'ensemble des problématiques liées à la génération de first-time buyers. Et on pouvait solliciter, si besoin en transverse, un web analyst et une équipe insight qui nous aidait à travailler notre compréhension du marché. Si on avait une question sur le marché des flash sales, on pouvait solliciter l'équipe insight. Donc voilà, tout ça vraiment transverse, 3 équipes pour l'atteinte d'un seul objectif. Ah, j'ai perdu mon écran. Pardon. Voilà. Du coup, le premier prérequis, et ça, on ne saurait trop insister sur l'importance de ce sujet-là pour que ça fonctionne, c'est effectivement d'avoir des objectifs communs. Et donc, sur User Engagement, c'était la génération de First Time Buyer. C'est un objectif qui est clairement défini. Pour vous donner un ordre de grandeur, chez VP, l'objectif, c'était de générer environ 1,2 million de First Time Buyers, donc de primo-acheteurs par an. Donc, c'est quand même des gros volumes. Et tout ça, fédérer l'équipe en fait autour de l'objectif commun. Ce qu'on avait fait, si on prend un peu de recul, en fait, c'est qu'on avait chez VP décomposé les ambitions de top line, de chiffre d'affaires à atteindre sur l'année, sur l'ensemble du parcours des membres. Donc, on avait décomposé entre first time buyer et repeat, ce qui nous donnait une vision assez macro en fait des objectifs à atteindre. Et après, l'équipe User Engagement, elle avait fait l'effort de décomposer cet objectif macro, 1,2 million de first time buyers par an, en objectifs qui étaient pilotables au niveau de la squad. Donc, c'était des objectifs de trafic liés à des objectifs d'investissement média, des objectifs de conversion en membres, des objectifs de conversion en primo-acheteurs, soit sur les nouveaux membres, soit sur les membres qu'on avait recrutés les années précédentes, etc. Ils avaient décomposé leurs KPI pour pouvoir vraiment les suivre, à la fois côté métier et côté produit, sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
Et ça de façon hyper fine, puisqu'en fait, c'était un suivi qui était réalisé au jour le jour. Donc, conjointement par l'ensemble des équipes, il y avait des comités de partage sur les KPI où tout le monde participait, y compris les devs, pour s'assurer qu'on était bien sur l'atteinte des objectifs. C'est pour ça que pour nous, l'intégration des équipes data en fait, au sein de la squad, c'était primordial, puisqu'en fait, il y avait un énorme enjeu de définition des objectifs, de pilotage et de suivi et d'animation des chiffres au quotidien. Et en fait, d'avoir les ressources data directement à l'intérieur de la squad, c'était la meilleure façon de s'assurer que tout ça, c'était fluide, en fait. Et le dernier point important, c'est que la dernière vertu qu'on trouve au fait d'avoir un objectif commun, c'est que ça co-responsabilise les équipes. C'est-à-dire que si les objectifs ne sont pas atteints, c'est une responsabilité commune. Si les objectifs sont atteints, c'est un succès commun. Et ça, c'était hyper important pour nous. Ce qu'on avait mis en place factuellement, c'est par exemple toutes les grosses présentations de reporting qu'on fait à la direction générale, donc aux membres du COMEX. L'ensemble de la squad étaient conviés à venir présenter les résultats. Donc les devs, s'ils le souhaitaient, pouvaient venir en réunion avec les membres du COMEX pour présenter les résultats. Ça implique deux choses. Ça implique que c'est assez valorisant pour les équipes, puisque du coup, elles sont mises en avant, elles reçoivent directement les félicitations quand ça a lieu d'être. Et aussi, c'est responsabilisant parce que pour le coup, quand un membre du COMEX pose une question, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il y a tel bug ou pourquoi tel sujet, on n'a pas pu le traiter encore, l'ensemble de l'équipe doit apporter une réponse commune en fait, vis-à-vis de cette question. Je ne sais pas si tu vois autre chose à ajouter, toi, Alexia, sur… Il y a une petite question, Laure, qui était de Dorian sur quels sont les profils de l'équipe Insight. Alors, à la base, c'est des profils qui viennent des études, donc type études Nielsen, etc. Chez VP, c'est une équipe qui était vraiment d'une puissance incroyable, vraiment qui nous apportait une qualité, une matière assez dingue. En fait, ce qu'ils étaient capables de faire, c'est prendre n'importe quelle problématique business et via des études ou du traitement de la donnée, d'apporter une solution chiffrée. Ils faisaient des études soit via des panels en externe, soit en interne. Nous, on avait quand même sur la France 30 millions de membres. Donc, ça fait quand même une belle matière pour aller adresser nos propres études. Et à partir de là, ils étaient capables de faire une analyse chiffrée. Donc, plutôt profil études. Ok, intéressant. Le deuxième prérequis pour que ça marche, c'est vraiment de travailler sur la complémentarité des profils et des expertises. En fait, un postulat assez fort, c'est que c'est difficile au sein d'un produit d'attendre de chaque personne qu'elle possède l'ensemble des compétences, d'attendre de chaque personne qu'elle soit le mouton à cinq pattes, et que pour le coup, un produit pour qu'il fonctionne, il vaut mieux qu'il soit composé de profils divers qui se nourrissent les uns les autres. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un gros travail pour bien comprendre les forces et faiblesses de chaque profil, comprendre les métiers et ce que chacun pouvait apporter sur son expertise métier, comprendre les enjeux aussi des uns et des autres. Donc, ça implique aussi, c'est le dernier point, de se mettre un peu dans la peau de l'autre. Et une fois qu'on avait ce bon panorama sur vraiment les expertises, les forces et faiblesses, ce que chacun pouvait apporter, on avait identifié les rôles et responsabilités en essayant de capitaliser au max sur la complémentarité des profils. Et encore une fois, ce qui est fort dans une organisation, quand elle est pluridisciplinaire, c'est qu'on peut avoir différents types de profils. C'est déjà le cas au sein d'un produit en tant que tel, mais là, du coup, en apportant le business et la data, on nourrissait encore de complémentarité. L'équipe data, bien évidemment, avait des profils très analytiques. Via les graphistes, on avait des purs créatifs. Voilà, chacun apportait sa personnalité, chacun apportait ses compétences. Et c'est ça qui faisait aussi la force du produit. Et le dernier point, pour que ça marche dans le temps, c'est beaucoup d'écoute. Donc, Alexia va beaucoup revenir là-dessus, sur le partage, etc. Donc, je ne vais pas développer. Et beaucoup d'empathie. En fait, se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses problématiques.
Et là, si je donne un exemple de quelque chose qui avait bien fonctionné sur user engagement, user engagement, donc c'est les problématiques de génération de trafic. Il y a souvent des problématiques très lourdes de tracking. Le tracking, c'est chiant. Les devs, globalement, c'est pas un sujet sur lequel ils aiment bosser. Mais en mobilisant sur le besoin d'atteindre les objectifs et en travaillant la complémentarité, l'empathie, on avait réussi à mobiliser les devs sur le fait de bien travailler les sujets de tracking. Ils avaient compris l'importance en fait pour le produit et ils avaient vraiment pris le sujet à bras le corps tant qu'il n'était pas résolu. À un moment, on a eu un bug. C'est les devs qui ont d'eux-mêmes, enfin, c'est l'ensemble du produit, mais les devs qui ont d'eux-mêmes proposé de se mettre dans une war room et de ne pas quitter la salle tant qu'on n'avait pas réussi à résoudre le bug. Et ça, je trouve, ça illustre aussi l'importance de ne pas rester que sur ce qui est intéressant pour soi à un instant T, mais de mettre le produit en fait avant chaque individu. Alexia, si tu veux, je parle beaucoup, je ne sais pas niveau temps, je ne sais pas si tu veux compléter. Moi, là-dessus, ça retranscrit ma pensée, donc il n'y a pas de problème. Une question qui ressort souvent, c'est mais concrètement, comment ça se met en place? Et moi, une question qu'on me pose systématiquement quand je parle du sujet, c'est mais qui a le final cut entre le business et le produit? En cas de désaccord, qui décide? Au final, si l'organisation qu'on met en place prend bien, c'est une question qui devient obsolète, puisque en mobilisant toute l'équipe autour du même objectif, en s'assurant qu'on travaille bien la complémentarité des profils et que la confrontation des points de vue se fait de façon bienveillante et pour atteindre les objectifs du produit. C'est des débats en fait qui se lissent et qui disparaissent. Et au final, c'est des questions qu'on retrouve au tout début du lancement de l'organisation, mais quand l'organisation tourne, c'est des questions qui ne reviennent plus. C'est-à-dire que les équipes, en discutant, arrivent systématiquement à trouver la meilleure solution et la meilleure roadmap produit pour atteindre l'objectif. Et ça peut sembler un peu naïf, mais c'est quelque chose qu'on a vraiment constaté, nous, sur le front. C'est que avec le temps, il y a de moins en moins de problématiques qui remontent de oui, mais moi, je ne suis pas d'accord, donc je vais voir le chef pour qu'il tranche. Ça devient obsolète. Et ça passe vraiment par le consensus, par l'intelligence relationnelle, et Alexia va redonner encore derrière toutes les clés pour que ça fonctionne bien, et par la data. La data, c'est vraiment un juge de paix, et c'est aussi pour ça que c'est hyper important d'avoir les équipes data au sein de la squad. C'est que quand on a un indicateur chiffré qui pointe une direction, ça aligne tout le monde en fait derrière ce besoin-là. Les équipes data sont des équipes qui pour le coup sont neutres, sont très factuelles, et une fois que le chiffre est là, il est quelque part indiscutable. Donc ça aide aussi vraiment les équipes à identifier les bons sujets à adresser, à les prioriser au bon niveau de priorité et à remettre, je le redis, le besoin de la squad avant les problématiques personnelles. Ok. Alors, du coup, j'enchaîne. On va refaire juste pour vous remontrer en gros l'organisation qu'on avait dessinée avec un schéma. Donc, comme vous voyez, on est quand même vraiment sur un schéma qui est assez inspiré de Spotify. Donc, comme on le voit, des équipes qui sont donc très verticales avec toutes les compétences qui sont représentées, donc que ce soit au niveau du PO, lead dev, etc. Au niveau des devs, on a aussi bien la partie front que la partie back-end, de la QA, de l'infra, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce schéma-là est quand même assez théorique dans le sens où on n'a pas poussé les curseurs partout pour différentes raisons, qui sont soit des questions de besoin, soit des questions en fait de staffing, soit des questions en fait de temps, c'est-à-dire du temps qu'on a eu pour pouvoir développer ces différentes logiques. Par exemple, si on reprend, alors c'est vrai que là on ne le voit pas sur le schéma, mais par exemple on a aussi toutes les logiques d'intégration. En fait, on avait mis des intégrateurs à droite à gauche en fonction des besoins. On n'a jamais eu de lead d'intégration.
De la même façon, sur la partie support, au final, on a eu les produits qui avaient besoin de support avaient donc une personne en charge du support intégré dans les équipes. On n'a jamais mis en place de lead sur cette logique-là. Et alors là, plus pour le coup, je pense pour une question de besoin, je pense qu'on aurait poussé la logique encore un peu plus loin, on en serait arrivé là. Et par exemple, sur la logique du lead infra, qui est toute la logique SRE, c'était un fonctionnement qui était un petit peu à part au sein du front. Et le fait est qu'il y a eu des périodes où on a eu des binômes qui étaient assignés à une équipe, d'autres moments où on y fonctionnait plutôt en pool. Donc là, on était peut-être moins sur des choses très assignées. Donc l'idée, en fait, c'est de faire preuve, on va dire, d'intelligence, c'est-à-dire on a un modèle et après de l'adapter en fonction du besoin, du contexte et des équipes. Et donc, comme vous voyez, à la différence en fait des modèles un peu classiques, nous, on a vraiment intégré la logique business dans cette organisation de produits, avec donc un lead business vraiment au sein du quatuor. Donc, on est bien en fait sur quelque chose de matriciel, avec donc les différents produits qui vont fonctionner en autonomie, et chaque compétence qui va être animée par un lead. Donc, un lead PO, un lead IT, et même donc les leads en fait sur les différentes compétences de dev, donc Android, iOS, avec derrière des guildes. Donc, pour donner un exemple, chaque sprint, donc on était sur des sprints de 3 semaines, ils sont toujours d'ailleurs, les devs mobiles sortent généralement de leur équipe pour passer une journée ensemble et travailler ensemble, être dans un mode plus collaboratif et travailler aussi parfois sur des sujets transverses qui sont plus core. Laure, je vais peut-être te laisser compléter sur la partie business. Ouais, du coup, sur la partie business, on avait vraiment eu la volonté en fait d'intégrer tous les membres du métier qui pouvaient contribuer à l'atteinte des objectifs de la squad pour être sûr que la squad soit 100% autonome. Donc, il y avait plus de conflits qui disaient oui, mais moi, je suis bloquée parce que j'attends telle chose de telle personne qui est hors de l'équipe. Tout le monde était vraiment à l'intérieur de l'équipe. Et on avait poussé la logique en fait d'animation des expertises par des leads d'expertise aussi sur la partie business. Si je reprends l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur le CRM, on avait un lead d'expertise CRM qui animait des compétences qui étaient dans plusieurs produits. Donc chez nous, à la fois chez User Engagement et chez Member Lifecycle qui traitait le repeat. Donc on avait vraiment appliqué le modèle agile, le modèle produit squad, aussi à l'organisation business, ce qui était très efficace pour le coup. Alors, on va quand même mettre un petit bémol sur la notion d'autonomie. À partir du moment quand même où on découpe un parcours client avec différentes équipes qui sont juxtaposées, il y a quand même forcément des adhérences entre les produits. Forcément, il y a des moments d'attente et il y a un gros besoin en fait de coordination transverse qui est aussi un peu le job des leads et le job des PO sur la capacité justement à se synchroniser avec les équipes avec qui ils ont besoin de travailler. Et si on a des super leads PO, ça fonctionne bien. Merci, c'est gentil. Alors, ceci dit, donc là, on vous a montré la structure. Donc après, tout ceci s'anime. Alors là, on va refaire un focus vraiment sur User Engagement parce qu'ils avaient en fait des rituels, alors qu'on va retrouver dans un certain nombre d'équipes produits et qui sont d'ailleurs assez classiques. Mais il y avait aussi d'autres rituels qu'ils ont vraiment adaptés en fait à leurs besoins. Donc typiquement, on a donc les daily meetings que vous allez retrouver dans beaucoup d'équipes produits qui pour le coup sont très ouverts. Donc l'équipe produit y participe et si l'équipe en fait business s'y intéresse ou a besoin d'eux, elle peut y participer aussi. C'est ouvert. Ils avaient aussi un atelier fonctionnel par semaine. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est vraiment de montrer à l'équipe business l'avancée des développements, l'avancée du sprint, et éventuellement aussi de prendre des sujets courants, des sujets chauds, et de bien s'assurer en fait que l'équipe est bien sur les bons sujets avec la bonne criticité. Et typiquement, effectivement, c'est le moment où on va remonter des éventuels bugs ou, par exemple, sur des sujets de tracking qui peuvent être vraiment bloquants pour l'équipe business. Par ailleurs, alors, on avait au niveau du front des démos globales qui englobaient l'ensemble des équipes. L'équipe User Engagement faisait une démo, ce qu'ils appelaient une démo blanche, pour leur équipe business. L'idée étant, pour l'équipe produit, en fait, de faire un peu un training et pour l'équipe business, d'avoir vraiment un temps dédié où ils peuvent poser toutes leurs questions et vraiment s'approprier le résultat des sprints. Il y avait également des business reviews mensuels. Donc là, en l'occurrence, on est plutôt dans une communication qui va du business vers le produit, où il s'agit en fait de communiquer sur les chiffres du mois, sur les prochaines campagnes à mener. Donc, l'idée est vraiment aussi de faire un feedback chiffré à l'équipe produit et donc notamment aux développeurs sur l'impact de ce qu'ils développent. Et ce genre de choses est vraiment important parce que c'est ça qui donne du sens au travail et c'est ça qui aussi entretient la motivation. Alors, l'équipe produit avait des rétros, enfin d'ailleurs toujours des rétros
sur un rythme de sprint, donc tous les 3 semaines, dans une logique d'amélioration continue. Dans une logique plus globale, l'équipe business et l'équipe produit avaient mis en place des grandes rétros à l'année, qui étaient pour eux un peu l'opportunité de revenir sur les accomplissements de l'année, les chiffres, les réussites, mais aussi de dire, OK, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour fluidifier, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Et après, on a tous les rites qui sont transverses au front, qui sont aussi en fait des espaces de communication. Donc, la présentation de la roadmap de l'équipe au trimestre, mais qui est aussi mise à jour sprint après sprint. Les stand-up, qui sont des réunions en fait de 30 minutes, semaine après semaine, où chaque équipe du front va présenter l'avancée de son sprint. Les follow-up, qui étaient des réunions bimensuelles, pour le coup, avec une audience très large. Donc aussi bien produit que business, que toute personne en fait qui peut être intéressée dans l'entreprise, sur des sujets de retour d'expérience, sur des focus, sur du benchmark, sur du chiffre, etc., etc. Donc, et sur ces derniers rites transverses, on est sur une audience qui va monter jusqu'à 30, 40 personnes, voire beaucoup plus. Donc, tout ça, en fait, c'est aussi une ritualisation de la communication, une ritualisation des échanges. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur une récurrence qui va faire que, alors l'exercice peut au début sembler fastidieux, mais l'idée est que, en fait, on a l'occasion de se parler à des moments très précis. Donc là, on est plus dans une logique, en fait, de process et de structure. Pardon, je suis allée un peu vite. Après, si vous voulez effectivement créer une vraie logique de fluidité des échanges, ça passe aussi par la colocalisation. Alors, c'est pas très Covid-friendly en ce moment, c'est sûr. Mais l'idée, en fait, c'est de mettre quand même tout le monde au même endroit. Donc, on a mis un petit peu de temps à mettre ça en place. Mais à partir du moment où les deux équipes se sont retrouvées sur un même plateau, les feedbacks positifs à ce sujet-là ont été quasi immédiats. Vraiment, ça leur a vraiment facilité la vie. Et donc, quand on rentrait dans l'open space, on avait sur la droite l'équipe business, sur la gauche, l'équipe produit. Et ça facilite énormément les échanges. Et idéalement, si on arrive aussi à mettre la data avec, qui était assez demandeur, ça aide encore plus. Donc, on est vraiment sur la création, pour le coup, du lien par la communication au quotidien. Alors, créer du lien, alors là, on est plus sur des dimensions en fait qui sont plus à l'initiative de l'équipe et après que le management va encourager, qui sont d'organiser des soirées dans l'équipe. Donc, eux, ils avaient une logique de roulement où ils s'organisaient des soirées, jeux, à thème, etc. tous les X. Et à chaque fois, la personne qui l'organisait changeait. Je sais qu'à la fin d'une rétro annuelle, ils ont décidé de mettre en place des cafés où ils tiraient en sort en fait différentes personnes des différentes équipes pour que les gens apprennent à se connaître et qu'ils aient l'occasion de se raconter leur job, leur journée et pour qu'ils se connaissent mieux. Etc. Et comme on disait, au management en fait de soutenir ce genre d'initiative. Et c'est comme ça que Laure s'est retrouvée à acheter un frigo sans vraiment très bien comprendre ce qui allait lui arriver. C'était très important pour l'équipe de célébrer les succès. Le frigo était toujours plein, il y avait toujours de la matière. Et je pense que c'est un des meilleurs achats que j'ai fait pour le coup pour les équipes. Si c'était à refaire, je le referais. Ouais. Et à vrai dire, en fait, on s'est rendu compte qu'on était allé assez loin justement dans cette création du lien parce que l'organisation de produits de VP nous a proposé d'organiser un Tribe Day. Donc là, on était vraiment sur une logique assez produit. Et en fait, très naturellement, il nous est apparu logique d'embarquer avec nous le business et la data. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 120 personnes au parc Astérix. Donc c'est vous dire à quel point on avait réussi à vraiment créer une communauté avec une vraie solidarité et vraiment une inclusion en fait du business dans la logique produit. Du coup, tiens, se faire confiance à la tête d'un lien. Il y a une question qui est un peu, ça serait retour vers le passé en voyant le futur un peu, mais si jamais le Covid avait eu lieu quand vous étiez là-bas, quand il y avait autant ce besoin de lien, comment vous auriez géré, tu penses? Vous pensez d'ailleurs? Je pense qu'à partir du moment où un petit peu moins, le lien est moins facile, il faut repasser par le process, c'est-à-dire il faut repasser par du rituel. Donc, globalement, je pense que c'est là où tous les rituels dont on parlait quelques slides avant prennent toute leur importance parce qu'il faut en fait que les équipes continuent à communiquer et en fait à maintenir les réunions, même parfois si on manque de matière, quitte à ce que ce soit informel et que les gens aient juste l'occasion de se voir. Je pense que c'est vraiment important. Et après, effectivement, il y a eu un X, apéro Zoom, etc. C'est probablement aussi l'occasion de maintenir ce lien plus informel par ce biais-là. À vrai dire, connaissant l'équipe, il l'aurait fait, je pense. Mais... Je pense que ça nécessite de s'adapter. Après, quand on voit les bénéfices incroyables qu'il y a eu quand on a mis en place la colocalisation, c'est vrai que ça soulève quand même pas mal de questions sur les réflexions qu'il y a en ce moment sur le télétravail généralisé. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a un vrai bénéfice quand même à ce que les gens puissent se voir et qu'on ne sent pas la même chose quand on est en physique que quand on est que en distance.
la formalisation des rituels, ça aurait été indispensable. Mais je pense qu'il y a des vrais bénéfices quand même à ce que les gens se voient et soient à côté. Et encore une fois, nous, les équipes, elles n'étaient pas loin. Elles étaient juste dans 2 open space sur le même plateau, mais dans 2 open space différents. Quand on voit le bénéfice incroyable qu'il y a eu, quand on les a juste mises à côté, je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment être vigilant. Et moi, je remettrais plus ça, au-delà du Covid, dont on espère tous quand même que ça sera temporaire, je mettrais plus ça dans la balance des réflexions sur le télétravail. Oui, carrément. Et sur les open space et tout ce qui va avec. Tout à fait. Un point vraiment important pour que ça marche, c'est la notion de la confiance. En fait, tout ce qu'on vous a décrit là sur les objectifs, sur la complémentarité des profils, sur l'empathie, ça fonctionne s'il y a la confiance derrière et si les équipes ont une confiance absolue dans l'ensemble, enfin, si chaque individu a une confiance absolue dans l'ensemble de l'équipe, ce qui peut impliquer qu'au lancement de l'organisation, puisse y avoir aussi un peu de frottement. En fait, la confiance, ça se gagne dans le temps, ça ne se décrète pas. Après, on verra la slide d'après qu'il y a quand même un postulat qui est de vouloir le faire, mais la confiance, ça se gagne dans le temps. En revanche, une fois que c'est là, une fois que c'est installé, c'est extrêmement puissant et c'est ça qui permet vraiment à l'équipe d'avancer et qui permet à l'équipe de fonctionner sur des modèles d'organisation matricielle où au final les notions de rattachement hiérarchique deviennent assez secondaires. Voilà, on a beaucoup échangé avec Alexia sur le sujet, mais au tout début, l'équipe produit du front m'était rattachée directement. À un moment, on a mis en place l'expertise produit transverse qui faisait complètement sens. Donc, Alexia a changé de rattachement. Derrière, la question s'est posée de la confiance. Si je suis tout à fait transparente, moi, je n'avais pas forcément confiance en la personne qui reprenait la direction produit au global, ce qui était source d'inquiétude pour moi, parce que pour le coup, j'anticipais potentiellement des conflits, des difficultés à mettre en place les projets, quid effectivement de si à un moment on n'est pas d'accord. Et ce qui m'a vraiment rassurée, c'est la confiance que j'avais en Alexia, qui pour le coup était l'interlocuteur avec qui je continuais à travailler au quotidien. C'est ça qui m'a aidé à franchir le pas pour accepter la nouvelle organisation. Et au final, le nouveau directeur produit qui supervisait l'ensemble des produits a réussi à gagner ma confiance dans le temps. Et une fois que c'était en place, c'était beaucoup plus fluide. Mais ça explique que aussi au début, ça peut nécessiter un peu d'ajustement. J'ai eu la discussion là, récemment avec quelqu'un qui se posait la question de où placer l'équipe data. Il hésitait entre la tech, le marketing et la finance. Et en me racontant un peu son organisation, il disait que de son côté, il constatait que la tech et le marketing étaient déjà un peu en conflit sur le sujet de la data, alors que la finance était plus neutre, plus dans la collaboration. Je lui dis, c'est une partie hyper importante de la réponse. Si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu arrives à ce que les équipes se fassent confiance. Si tu as 2 équipes qui sont déjà en fight, une bonne solution, ça peut être de mettre dans la boucle une équipe plus neutre. Et auquel cas, je lui ai fait la recommandation plutôt de mettre la data chez la finance, même si ça pouvait se débattre. Donc voilà, un point hyper important, le point de la confiance, sachant que vraiment, ça se gagne dans le temps. Donc au début, un peu de patience. Mais pour autant, si on se lance, il faut avoir la conviction que ça va marcher et il faut se laisser le temps aussi de faire face au début à ces petits points de questionnement ou de frottement qu'il peut y avoir. Il faut assumer la vision en fait qu'on porte. Et là, il y a un vrai rôle, bon, ça doit être bien évidemment partagé par les équipes et par le management, mais il y a un vrai rôle de sponsoring du management. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que si l'ensemble du management est aligné et parle d'une seule voix, assez rapidement, ça cascade. On arrive quand même à rassurer les équipes, on arrive à onboarder les équipes. Et après, c'est quelque chose qui roule tout seul au niveau des équipes et on revient sur toujours les notions d'autonomie, etc. Donc voilà. Quand on se lance, il faut y aller vraiment et il faut rester droit sur ces principes. Okay.
On va attaquer plutôt la partie conclusion pour laisser un petit peu de temps après pour des éventuelles questions. Le résultat, en fait, au final, c'est que on est arrivé à finalement avoir une seule et même équipe. Alors, il y a quelque chose qui était assez facile au final, dont on ne s'est pas trop rendu compte, mais qui est que l'équipe business et l'équipe produit avaient le même nom. Donc, ça a mécaniquement un peu aidé. Mais c'est un fait, au bout d'un certain temps, ils m'ont affirmé à plusieurs reprises qu'ils étaient une seule et même équipe. Donc, ça venait vraiment de l'équipe. Et en fait, dans cette logique-là, il y a, je pense, la fierté des accomplissements, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette logique de on est fiers de ce qu'on arrive à faire tous ensemble et de voir à quel point ça fonctionne bien, c'est fluide et c'est vertueux. Et il y a aussi ce sens du challenge, alors, qui est assez propre à cette équipe cette équipe, user engagement. C'était des gens qui aimaient bien un petit côté compétitif. Et donc, d'avoir tous ensemble cette capacité, en fait, à passer les étapes et à atteindre les objectifs, ça contribuait aussi à cette sensation en fait de cohésion et de solidarité. Donc pour le coup, donc ça a été vraiment une très belle réussite. Alors du coup, quid d'arriver à recréer cette magie-là sur les autres produits. Donc on a effectivement assez rapidement essayé de refaire en fait un peu la même expérience sur l'équipe Lifecycle. Donc après, chaque équipe est différente, chacune a son identité, donc du coup le résultat n'était pas exactement le même. Donc là, en l'occurrence, sur Lifecycle, on avait plusieurs pôles. On a donc une équipe produit qui travaillait vraiment sur la logique d'emailing et de notification, une équipe plus en fait de créa sur tout ce qui est mail, notif et compagnie, et après une équipe de chefs de projet CRM qui vont effectivement travailler sur des cycles d'animation des clients. Ça a donné, enfin, le résultat est un petit peu différent, mais on arrive quand même à quelque chose qui était aussi vertueux, avec une vraie sensation en fait d'appartenance, la vraie logique de lien, la même structure. Donc ça a donné quelque chose qui a assez bien marché aussi. Sur les autres produits, en fait, alors la logique est un poil différente. Dans le sens où, si on prend l'exemple de l'équipe navigation, alors a été intégré un lead business et pour le coup, je pense que c'est vraiment devenu un partenaire à part entière de l'équipe qui aujourd'hui est complètement intégré dans le fonctionnement. Après, la différence, en fait, c'est que sur ces équipes-là, les parties prenantes avec le lead business sont un petit peu plus éclatées dans l'organisation d'entreprise, dans le sens où des produits comme navigation ou sales sont en relation avec les business units de vente privée, enfin, de VP. Et donc là, on parle aux gens de la fashion, aux gens de home design, aux gens de food and wine, etc. Et du coup, on a des équipes un peu plus éclatées. Et donc, arriver à mettre en place quelque chose de fluide et de très, on va dire, avec beaucoup de cohérence, ça a été plus complexe, il y a plus de galères. Donc, à vrai dire, en fait, pour arriver à mettre en place un modèle aussi vertueux, moi, en tout cas, ma conviction, c'est quand même bien d'avoir une équipe business qui soit rassemblée, parce que ça permet en fait d'avoir un vrai pendant entre l'équipe produit et l'équipe business, et en fait, chacun pèse son poids dans la relation, dans les décisions, dans la construction en fait du projet et s'équilibre. Et c'est vraiment en fait l'équilibre vient bien en fait des deux poids côte à côte. Et du coup, si on extrapole encore un petit peu, moi c'est quelque chose en fait qu'un coach agile m'avait dit que j'avais trouvé vraiment très percutant, qui est qu'en fait une équipe c'est de la structure et du lien. Autrement dit, c'est des process, mais aussi de l'humain. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que cette logique-là, ça marche aussi bien pour une équipe et ça s'extrapole en fait à tous les niveaux d'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi avoir cette réflexion pour une entreprise. Il y a des entreprises qui sont très processées et où finalement l'humain est un peu moins important. Il y a des entreprises qui sont très peu processées et en fait, l'entreprise marche à cause du lien entre les individus. Ce qui était en fait vraiment vertueux sur User Engagement, c'est qu'on avait un très bon équilibre entre des process qui sont des objectifs communs, des KPI, de la data pour vraiment factualiser les décisions, pour voir les impacts, pour arriver à continuer à s'améliorer, des rituels aussi pour avoir une communication qui est fluide et qui revient où on ne se perd pas, mais également du lien qu'on a encouragé à créer de diverses façons. Et c'est vrai qu'en fait, l'ensemble des deux a donné quelque chose en fait, qu'on a trouvé effectivement qui a très bien marché. Voilà. Ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure sur la question sur le Covid, c'est qu'en fait, quand on arrive à créer du lien via tout ce que tu as présenté, la colocalisation, les rituels, le partage, etc., il y a besoin d'un peu moins de structure et les questions de rattachement, etc., sont moins au final importantes. Quand le lien est plus difficile, ça a besoin d'être plus structuré. Donc, alors, plus structuré par effectivement la formalisation des rituels, c'est ce que tu expliquais. Et en fait, c'est toujours un équilibre entre les deux. Après, ce qu'on a observé, c'est que les équipes sont quand même vachement plus heureuses quand ça passe par du lien qui est fluide, etc. Et ce que tu disais tout à l'heure, je trouvais assez intéressant, c'est que dans
dans le sentiment d'appartenance, c'était nourri par deux choses. C'était le sentiment d'appartenance qui était nourri par l'atteinte des résultats, mais aussi par le fait d'avoir réussi à mettre en place cette organisation, en fait, où il y avait un vrai sentiment de fierté dans le fait d'avoir réussi à mettre en place en tant que telle l'organisation sur laquelle ils étaient un peu pilotes et qui a été un vrai succès, en fait, dans lequel ils se sont vraiment épanouis. Hyper intéressant. Moi, j'ai une question. N'hésitez pas à poser vos questions parce qu'on n'en a pas parlé tout le long. Et je vous avoue que je l'ai mis au tout début en me disant est-ce qu'on va en parler? Parce qu'on parle pas mal, notamment dès la première slide, du fait que vous avez aligné tout le monde avec un objectif commun. Et c'est ça qui était fort pour toutes les équipes, c'était que l'objectif était le même, qu'on met la data, qu'on regarde, etc. Et le moment des performance review, je suppose que vous faites des feedbacks individuels à chaque personne sur sa performance, où est-ce qu'il va, comment il va. Est-ce qu'il y avait des feedbacks à 360 où chaque pair, donc par exemple des techs, pouvaient aussi évaluer la performance de telle personne du business, telle personne de la data? Comment ça se passait ça et est-ce que vous avez poussé la chose jusque-là? Je dis ça parce qu'on a eu, j'ai récemment vu comment était organisée notamment toutes les équipes pour le coup au niveau RH, hein, pas que produit, de la startup Comet. Donc, qui est une organisation où ils sont 80, je crois, à peu près. Et eux, ils ont des feedbacks trimestriels où il y a des revues par les pairs. Et là, pour le coup, il y a ton supérieur hiérarchique ou une ou deux personnes, plus 3 personnes qui sont tes pairs, qui sont vraiment, qui ont parfois rien à voir avec toi, mais en revanche, travaillent quotidiennement sur d'autres sujets avec toi. Et même les personnes pour lesquelles que tu diriges toi, hein, qui font cette évaluation. Et je trouve ça très intéressant dans une optique de on est tous ensemble, de pouvoir voir aussi ce que les autres pensent de mon travail et comment je peux encore l'améliorer, etc. Ouais. Alors, nous, en l'occurrence, on n'est pas allé jusque-là. Honnêtement, je pense que c'est pour une question de temps. Parce qu'en fait, on fonctionne quand même. Enfin, dans le privé, il y a quand même une boîte qui court quand même beaucoup derrière son chiffre. Et honnêtement, là, tel qu'on le présente, je pense que c'est vertueux. Mais moi, je ne vois pas quand est-ce que j'aurais pu avoir le temps de mettre ça en place. Mais ceci dit, après, il y avait quand même vraiment cette logique d'amélioration continue qui passait par les rétros et compagnie. Et je pense que l'idée était quand même que la parole soit assez libérée et que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qu'il y a un point en fait qui a besoin en fait d'être amélioré, on puisse en discuter. Mais c'est vrai que ça passait pas par une évaluation d'individu par ses pairs. C'était pas formalisé, mais pour le coup, la bonne fluidité, la bonne circulation de l'information dans le groupe faisait que ça se faisait assez naturellement. Et en fait, quand il y avait un problème à l'intérieur du groupe, ça remontait assez naturellement. C'était fait de façon informelle, en fait. Okay. Ce que je trouve hyper intéressant dans tout ce que vous avez présenté là, c'est que finalement, je pourrais presque vous demander de venir faire la même présentation, mais sur du management, sur c'est quoi le leadership aujourd'hui et comment on fait travailler ensemble des équipes pluridisciplinaires. Et du coup, j'ai une question pour toutes les deux. Ça serait un peu, c'est quoi pour vous un bon leadership, un bon leader? Et je sais que c'est parfois un peu philosophique, mais et ça. Et l'autre question pour moi que j'aurais après pour vous, ça serait est-ce que vous pouvez nous raconter un raté là-dedans? Il y a forcément eu des ratés, des choses où vous vous êtes dit ouh, ça passe pas, et pourquoi c'est pas passé? Alors, pour moi, en fait, un bon leader, c'est quelqu'un qui va réussir à mettre du sens. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup dit aux personnes de mon équipe, qui est que leur job en tant que product manager ou product owner, c'est quand même de donner aussi la vision en fait à l'ensemble de l'équipe et de dire, OK, on va dans cette direction pour telle raison. Et le sens, en fait, apporte quand même beaucoup la motivation. Après, pour moi, un bon leader, c'est quand même, enfin, c'est un petit peu ce que j'avais dit lors de mon intervention chez Maestro, mais c'est aussi quelqu'un qui aime les gens. C'est-à-dire qu'il faut aimer les gens avec leur spécificité. Donc, c'est là où on revient un peu à ce que tu disais sur le soft skills. Mais il faut aimer les gens avec leurs contradictions, leurs difficultés, leurs grandes qualités et arriver en fait à embarquer, à arriver à avoir de l'empathie un peu pour tout le monde et à embarquer tout le monde. Donc, pour moi, c'est un peu ça le leadership. Ça va être un peu redondant avec ce que vient de dire Alexia, mais pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui est capable de tracer la voie, quitte à ce qu'elle change, d'embarquer les équipes, de donner du sens, de réussir, enfin, pour embarquer les équipes, de donner du sens. Et moi, le mot que j'aurais mis en avant aussi, c'est l'empathie. En fait, c'est la capacité à vraiment comprendre, se mettre à la place de l'autre, comprendre où est-ce qu'il en est, se mettre dans son contexte pour s'assurer que dans la réponse qu'on définit ensemble, on prend aussi en compte son contexte. Après, alors, les ratés.
Sur user engagement, très honnêtement, et je pense qu'ils seront très fiers s'ils m'écoutent, il n'y en a pas eu beaucoup. Là, en cherchant, je n'ai pas d'exemple en tête. Par contre, après, nous, sur d'autres équipes, justement, là où on pouvait avoir des problèmes pour arriver à trouver, comment dire, justement, si je reprends le slide sur lequel je suis restée, des équipes où on avait du mal à poser une structure avec des rituels qui fonctionnent, où chacun y trouve son intérêt, où chacun participe et est engagé, et où ils avaient du mal à créer du lien parce que les gens n'arrivaient pas à s'entendre ou à se comprendre. Là, on avait des équipes qu'on n'arrivait pas à faire décoller. Et ça, pour le coup, c'est un travail, ça peut être un peu dantesque, hein, mais ça se travaille vraiment au quotidien. Donc, c'est plus sur ces parties-là, en fait, où on a plus galéré, sur des équipes où on avait plus de mal. Mais je pense que c'est aussi une question d'engagement, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir des gens qui ont envie de faire ça, Oui, après... qui ont envie de s'engager, qui ont envie, en fait, d'être impliqués et responsabilisés. Je pense que ce qui est important, parce que sur User Engagement, on avait quand même fait un premier pilote qui n'avait pas été complètement un succès avant qu'on retente l'expérience. Et pour le coup, là, on a vraiment appris de nos erreurs et on a vraiment réussi à faire en sorte que ce soit un énorme carton. Mais sur le tout premier pilote qu'on avait fait, je pense que l'erreur qu'on avait faite, c'est de ne pas faire ce travail de compréhension des forces que chacun peut apporter au produit et de complémentarité des expertises. Et du coup, on était resté sur cette forme d'opposition qui était assez stérile, alors que sur la deuxième étape, on a vraiment pris du recul, on a vraiment pris le temps de s'asseoir. Les gens étaient peut-être aussi dans un mindset un peu différent, les gens avaient eu le temps de cheminer et on s'est laissé l'opportunité de construire la confiance. Donc c'est vraiment, enfin, la notion de soft skill que tu mettais en avant, elle est vraiment primordiale. Enfin, et pour moi, c'est 95% du succès, vraiment. Enfin. Eh ben justement, ça va bien avec ma dernière question, parce qu'après, comme ça, on respectera bien les horaires. Toutes les deux, je pense que Alexia, toi, directement au produit, donc tu as travaillé avec plein de product owners ou product managers, hein, qu'importe la dénomination. Pour toi, avec ta vision de personne qui manageait des product owners, c'est quoi ce que tu attends d'une personne qui va travailler en produit? C'est quoi un bon product manager? Et toi, peut-être Laure, avec ta vision plus business, t'attends quoi des équipes produits? Et pour toi, qu'est-ce qui fait le succès d'une bonne coopération? Et du coup, avec quel type de personnes tu préfères travailler? Alors moi, je trouve qu'en fait, en général, les bons product managers ou product owners sont souvent des traits d'union. C'est-à-dire que c'est des gens qui savent faire le lien entre différentes personnalités, différentes compétences, qui arrivent en fait à vraiment créer la communication entre des personnes ou des entités qui n'ont pas forcément les mêmes tenants et aboutissants. Donc il y a vraiment cette notion de j'arrive à créer le lien. Et ça induit des qualités qui sont de la diplomatie, de l'empathie, en fait, une vraie logique aussi de coordination. Il faut quand même être assez organisé et de l'extraversion. Il faut avoir envie d'aller vers les autres. Donc voilà. Ok, merci. Et du coup, si je peux compléter avec ma vision, je pense que le product owner, ça va être, faut pas le limiter à ça, mais c'est un super animateur. C'est quelqu'un qui est vraiment capable d'animer l'équipe, qui fait preuve aussi vraiment de leadership, parce qu'il faut embarquer l'ensemble du produit autour de la vision produit et s'assurer qu'on délivre avec, comme le disait Alexia, toute la diversité des profils aussi qu'il peut y avoir à l'intérieur du produit. Et pour le coup, dans la relation avec le business, pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment ouvert à travailler cette complémentarité des profils et qui ne voit pas le métier comme quelqu'un qui peut venir marcher sur ses plates-bandes, mais comme quelqu'un qui peut vraiment aussi apporter une complémentarité dans aussi la vision produit, dans la vision business et dans les skills en fait qu'il peut avoir. Moi, il y a une notion qui au début était très difficile pour moi à vivre, c'était la notion de partie prenante, parce que je trouve que ça a tendance à exclure en fait le métier qui est hors du produit, à qui on rend des comptes ou pas parfois. Enfin voilà, de temps en temps, il faut quand même leur parler, sinon ils finissent par
Donc, c'est pas ce qu'on a fait, Alexia. Je te vois qui fronce les sourcils, mais c'est quelque chose que, donc nous, on avait réussi à vraiment dépasser ça, mais c'est quelque chose qui peut être un risque, en fait, dans la mise en place de l'organisation produit. Avant que tu arrives, le terme de partie prenante, c'était un terme qu'on utilisait beaucoup et qui, pour le métier, pouvait être assez difficile à vivre. Je trouve que ce qu'on a réussi à faire, là, d'intégrer le métier vraiment au sein de la squad, je trouve que ça nous a permis de dépasser ça. Ça, je crois que c'est ton petit trauma. Mais après, si je reviens quand même sur le métier de product manager, c'est vrai que là, on a beaucoup parlé de leadership, mais en fait, en fonction aussi, du produit, il y a quand même une spécificité. Enfin, chaque product manager est différent. Il y a beaucoup de profils. Il y a un intérêt en fait à avoir aussi quelques expertises en plus qui sont, par exemple, de l'UX, par exemple du business, par exemple de la tech, en fonction du produit dont on parle. C'est pas juste de leadership. Ouais. Il y a une question de Serge qui demande: n'aviez-vous pas peur d'un certain nivellement avec une telle organisation, avec le risque de perdre des membres importants des équipes? À vrai dire, en fait, l'idée. Alors, moi, j'ai toujours laissé énormément d'autonomie aux personnes de mon équipe. L'idée était pour eux, en fait, qu'ils avancent, qu'ils construisent la vision, qu'ils construisent leur roadmap et qu'ils soient très autonomes. Donc, moi, j'étais là juste pour soutenir et pour dénouer les problèmes ou pour aider, en fait, en cas de problème. Mais pour le coup, ils étaient très autonomes. Donc, c'était pas vraiment un nivellement, c'était plutôt justement, en fait, une montée en autonomie. Alors, parfois, de temps en temps, il faut rappeler que la différence entre autonomie et indépendance, c'est que c'est important de continuer à communiquer et qu'on a besoin en fait de feedback et de savoir ce qui se passe. Mais pour autant, moi, j'ai jamais eu ce feedback de je me sens nivelée. Au contraire, c'était plutôt des gens qui s'amusaient dans leur job parce que plus loin ils allaient, plus ils s'amusaient. Ils avaient vraiment une marge de manœuvre pour faire le job un peu en fonction de ce qu'ils avaient envie de faire. Je partage la mise en place de ça, c'est aller vers encore plus de responsabilisation. Donc pour les équipes, je pense que c'était plutôt intéressant. Et à partir du moment où on a réussi à bien travailler la complémentarité des profils, en fait, les profils se challengeaient à l'intérieur de la squad et ça avait plutôt tendance à tirer tout le monde vers le haut. Donc, Oui, on en revient à ce que tu disais sur l'absence de Final Cut. On a très peu intervenu en fait dans les prises de décision parce qu'en fait, naturellement, ils y arrivaient seuls. Et de toute façon, quand on a aussi X équipes avec lesquelles on travaille en tant que lead, on ne peut pas descendre en fait dans la verticale du produit, c'est trop complexe, on n'a pas le temps. Donc c'est pour ça aussi, c'est important de laisser en fait l'autonomie à chaque product manager ou chaque product owner pour qu'il puisse vraiment prendre toute l'envergure parce que c'est lui qui connaît le mieux en fait son produit pour pouvoir derrière prendre les bonnes décisions. Et en l'occurrence, les produits sur lesquels on a le plus explosé, c'est les produits sur lesquels il y avait les profils les plus forts, qui se sont vraiment, où il y avait une émulsion hyper positive. Ce qui est logique, hein. Plus tu es dans une responsabilisation, plus tu es normalement, en tout cas avec un produit qui va te motiver et t'exciter en fait. Donc, Ok, eh ben, écoutez, moi j'ai adoré ce moment avec vous. Merci beaucoup, hyper intéressant. On va mettre la vidéo sur YouTube de toute façon pour en faire profiter le plus grand nombre. Merci beaucoup, beaucoup Alexia et Laure. À tout le monde, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et merci pour tout, c'était top sur les très intéressant effectivement. Et de toute façon, on se retrouve bientôt et j'espère un jour on pourra faire ça en présentiel. Super. En tout cas, merci de nous avoir donné l'opportunité de raconter cette histoire. Non, bah, génial. On a envie de travailler avec vous. Salut. Merci, salut. Vous avez plein de merci. Hein. Vous pouvez regarder dans les trucs.